Fais semblant de t'évanouir. Nous devons partir. Maintenant. » Ces mots, prononcés par l'homme avec qui j'ai partagé 45 années de ma vie, au milieu d'une fête censée célébrer notre amour. Ce soir-là, j'ai compris qu'une surprise pouvait cacher la pire des trahisons. Je m'appelle Eleanor Vaucluse. J'ai 64 ans. Et voici l'histoire que je porte en silence depuis trop longtemps. Tout a commencé par un message de ma fille, Solena. « Maman, ne prévois rien pour samedi prochain. On a une petite surprise pour toi et papa. » Mon cœur s'est réchauffé. Mes enfants, si occupés d'habitude, si distants ces dernières années. Hélios, mon fils, toujours plongé dans ses affaires. Solena, ma fille, toujours pressée, toujours ailleurs. Mais ce message, il portait quelque chose que je n'avais plus senti depuis longtemps, de l'attention. J'ai montré le téléphone à Romaric pendant le petit déjeuner. « Regarde, chérie, les enfants préparent quelque chose pour nous. » Il a levé les yeux de son journal, un léger sourire aux lèvres. « Une surprise? À notre âge ?» J'ai ri doucement. « Pourquoi pas? On a encore le droit d'être gâtés, non ?» Il a posé sa main sur la mienne, cette main que je connaissais par cœur, chaque ride, chaque tache de soleil. « Tant qu'on est ensemble, ma belle, tout me va. » Le samedi est arrivé. Solena était venue nous chercher en voiture. « Montez, montez, vous allez adorer. » Elle était fébrile, presque trop joyeuse. Romaric m'a regardé, un petit froncement de sourcils, rien de grave, juste une note discordante. Nous sommes montés. La voiture sentait un parfum que je ne connaissais pas, quelque chose de trop sucré. Solena conduisait vite, les mains crispées sur le volant. « Où allons-nous » ai-je demandé. « Surprise, maman. »« Surprise !» Elle riait. Mais ce rire, il ne montait pas jusqu'à ses yeux. Nous sommes arrivés devant un restaurant élégant, le Clos des Vignes. Une de ses adresses chères, avec nappe blanche et verre en cristal. Hélios nous attendait à l'entrée, costume sombre, sourire commercial. Papa, maman, bonsoir. Il nous a embrassés, froidement, comme on embrasse des associés. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» a murmuré Romaric. « Une fête pour vos 45 ans de mariage », a répondu Hélios. « Vous pensiez qu'on allait oublier ? 45 ans. Déjà, mon cœur s'est serré. D'émotion d'abord, puis d'autres choses. Quelque chose que je ne savais pas encore nommer. Nous sommes entrés dans la salle privée, décorée avec goût, bougies, roses blanches, une grande table dressée pour 4, juste nous 4. Personne d'autre, pas d'amis, pas de famille élargie, pas de témoins. J'ai cherché le regard de Romaric. Il observait la pièce avec une attention inhabituelle. « Asseyez-vous, asseyez-vous » a dit Solena en tirant ma chaise. Elle me souriait. Mais ses yeux, ils ne me regardaient pas vraiment. Ils regardaient derrière moi, vers la porte, comme si elle vérifiait quelque chose. Le repas a commencé. Champagne, foie gras. Tout était parfait. Trop parfait. Hélios a levé son verre. À vous deux. 45 ans de patience, de sacrifice et de sagesse. Sacrifice. Le mot a résonné étrangement dans ma poitrine. Solena a posé devant nous 2 coupes de champagne, déjà remplies. Buvez, maman. C'est un millésime exceptionnel. J'ai porté la coupe à mes lèvres. Romaric a fait de même. Mais juste avant de boire, j'ai vu son regard se figer. Il fixait quelque chose sous la table. Ses doigts se sont crispés autour du pied de son verre. Et là, tout doucement, sans que personne ne l'entende sauf moi, il a murmuré « Ne bois pas ». Mon cœur s'est arrêté. J'ai reposé la coupe, discrètement. Solena a froncé les sourcils. « Quelque chose ne va pas, maman ?»« Non, non, juste un petit vertige. L'émotion, sans doute. » Romaric s'est penché vers moi, comme pour me soutenir. Et dans ce geste, il a glissé ses lèvres près de mon oreille. « Fais semblant de t'évanouir. Nous devons partir. Maintenant. » Mes mains ont tremblé. « Romaric, qu'est-ce que... » Regarde sous la table. J'ai baissé les yeux, lentement. Et là, coincée entre les pieds de la chaise d'Hélios, une chemise cartonnée, entr'ouverte. J'ai pu lire en lettres noires sur papier officiel « Maison de repos Saint-Cloud, procuration générale, tutelle légale ». Mon sang s'est glacé. J'ai relevé la tête. Hélios me regardait, Solena aussi, et dans leurs yeux, il n'y avait plus aucune trace d'amour. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est brisé ce soir-là, il faut que je vous ramène en arrière, vers une époque où mes enfants me regardaient encore avec de l'amour dans les yeux. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré Romaric. C'était en 1980, à Lyon. Un bal de fin d'année organisé par l'université. Je portais une robe bleue que ma mère avait cousue pour moi.
Romaric portait un costume trop grand hérité de son père. Nous étions jeunes, maladroits, pleins d'espoir. Il m'a invité à danser. J'ai dit oui, et depuis ce jour, je n'ai plus jamais lâché sa main. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie. Pas d'argent pour la grande fête. Juste nos parents, quelques amis, et une promesse murmurée devant Dieu. Pour le meilleur et pour le pire. À l'époque, je ne savais pas encore ce que le pire pouvait signifier. Hélios est né en 1983. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. L'odeur de la clinique, les mains de Romaric qui tenaient les miennes, et ce petit visage rouge, fripé, magnifique. C'est notre fils, Eleanor, notre fils. Romaric avait les larmes aux yeux. Moi aussi. Nous avions 22 ans. Nous ne savions rien de la vie, mais nous savions aimer. Solena est arrivée 3 ans plus tard, en 1986. Une petite fille aux yeux noirs, comme son père. Hélios l'a regardée avec méfiance au début. Puis, un jour, il lui a donné son doudou. « C'est ma sœur, maman. »« Oui, mon chéri, c'est ta sœur. Alors je vais la protéger. » Il avait 3 ans, et il le pensait. Les premières années ont été difficiles. Romaric travaillait jour et nuit dans une petite entreprise de comptabilité. Moi, je restais à la maison. 2 enfants. Pas de machine à laver, pas de voiture. Mais nous étions heureux. Le dimanche, Romaric amenait les enfants au parc. Je les regardais depuis le banc. Hélios courait partout. Solena riait dans les bras de son père. Ces dimanches-là, c'était notre richesse. Puis, lentement, les choses ont changé. Romaric a obtenu une promotion, puis une autre. En 1995, il est devenu associé de son cabinet. Nous avons acheté une maison, à Vaucluse, un petit coin de paradis avec un jardin et une vue sur les vignes. Les enfants avaient leur propre chambre. Je pouvais enfin respirer. « On a réussi, ma belle », m'a dit Romaric un soir, sur le balcon. Oui, on a réussi. J'ai posé ma tête contre son épaule. Je croyais que c'était le début du bonheur. Je ne savais pas encore que c'était le début de la distance. Hélios est entré à l'université en 2001. École de commerce, costume-cravate, ambition plein les yeux. Il revenait de moins en moins à la maison. Il construit son avenir, disait Romaric. C'est normal. Mais moi, je sentais autre chose. Une froideur nouvelle dans ses regards. Une manière de parler de nous. Comme si nous étions déjà vieux, déjà inutiles. Solena a suivi le même chemin. 3 ans plus tard, 2004, école de droit, stage à Paris. Puis un poste dans un grand cabinet. Elle appelait 1 fois par mois, toujours pressée. « Maman, je ne peux pas parler longtemps. J'ai une audience. » « Bien sûr, ma chérie. Je comprends. Je comprenais. Mais ça faisait mal quand même. Les années ont passé. Romaric et moi, nous vieillissions ensemble, tranquillement. Les enfants venaient pour Noël, parfois pour Pâques, mais ils ne restaient jamais longtemps. Ils regardaient leur téléphone pendant le repas. Ils parlaient de chiffres, de contrats, de stratégies. Ils ne nous demandaient plus comment nous allions. Ils ne voyaient plus que nos cheveux gris, notre lenteur, notre inutilité supposée. Un jour, Solena m'a dit quelque chose qui m'a glacée. C'était en 2023. Elle était venue passer un week-end à la maison. Nous prenions le café dans le jardin. « Maman, tu as déjà pensé à ce que vous feriez si l'un de vous tombait malade ? » « Malade ? Oui, si papa avait un accident. Ou si tu perdais la tête. » J'ai ri, jaune. « Je vais bien, Solena. Oui, maintenant. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, elle a posé sa main sur la mienne. Il faudrait anticiper, prévoir des solutions. Des solutions. Comme si nous étions un problème à résoudre. Je n'ai rien dit à Romaric ce jour-là, mais la graine était plantée, et elle a germé, lentement, silencieusement, jusqu'à ce soir de novembre 2025. Ce soir où mes enfants ont organisé une fête pour nos 45 ans de mariage. Ce soir où j'ai vu, sous une table, notre futur enfermé dans une chemise cartonnée. Quand je repense à tout cela, je me demande, à quel moment ai-je cessé d'être leur mère pour devenir un fardeau ? À quel moment ont-ils oublié que j'avais porté leur vie dans mon ventre ? À quel moment l'amour s'est-il transformé en calcul ? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les signes étaient là depuis longtemps. Mais quand on aime, on refuse de voir. On trouve des excuses. On se dit que c'est passager, que ça va s'arranger, jusqu'au jour où on ne peut plus fermer les yeux. La première vraie fissure, je la situe en 2022. Un après-midi de juin. Il faisait chaud. J'arrosais les rosiers dans le jardin. Hélios est arrivé sans prévenir, seul, sans sa femme, sans les enfants.
Bonjour maman. Hélios, quelle surprise! Je l'ai embrassé. Il s'est laissé faire, raide comme un piquet. Papa est là? Il fait la sieste. Tu veux que je le réveille? Non, c'est toi que je viens voir. Mon cœur s'est réchauffé. Moi. Il venait me voir, moi. Nous nous sommes assis sous la tonnelle. J'ai préparé de la citronnade. Hélios regardait la maison, longuement. Elle est belle, cette propriété, a-t-il dit. Oui, ton père et moi, on l'a choisie avec soin. Elle doit valoir cher maintenant. J'ai souri. Je ne sais pas. On ne compte pas vendre. Il a bu une gorgée. Lentement. Vous avez pensé à l'avenir? L'avenir? Oui. Si vous ne pouviez plus entretenir tout ça, si vous aviez besoin d'aide. J'ai posé ma main sur son bras. Mon chéri, nous allons bien. Nous ne sommes pas encore à l'hospice. J'ai ri. Lui, non. Je dis juste qu'il faut anticiper, maman. Prévoir. C'est ce qu'on fait dans mon métier. Prévoir. Le mot m'a laissé un goût amer. 3 mois plus tard, en septembre, Solena est venue avec un notaire. Un notaire. Maman, papa, je vous présente Maître Renaud. Il va vous expliquer quelque chose d'important. Romaric et moi, on s'est regardés. Qu'est-ce qui se passe, Solena? Rien de grave. C'est juste pour protéger vos intérêts. Maître Renaud a ouvert sa mallette. Il a sorti des papiers. Monsieur et Madame Vaucluse, votre fille se soucie de votre bien-être. Elle souhaite que vous signiez une procuration partielle. Juste au cas où. Au cas où quoi? A demandé Romaric, les sourcils froncés. Au cas où vous seriez dans l'incapacité de gérer vos affaires. Maladie? Accident? On ne sait jamais. Romaric a repoussé les papiers. Je gère très bien mes affaires, merci. Solena a pâli. Papa, c'est juste une précaution. Une précaution pour qui, Solena? Pour nous? Ou pour toi? Le silence est tombé comme une pierre. Maître Renaud a refermé sa mallette. Je vous laisse y réfléchir. Solena est partie sans m'embrasser. Ce soir-là, j'ai pleuré dans les bras de Romaric. Pourquoi elle fait ça? Je ne sais pas, ma belle, mais on ne signera rien. Après cela, les visites se sont espacées encore plus. Hélios et Solena ne venaient plus que pour Noël. Et encore, leur regard avait changé. Ils ne voyaient plus leurs parents. Ils voyaient un patrimoine, une gestion à venir, un problème comptable. En 2024, Romaric a fait une petite chute dans l'escalier. Rien de grave, une entorse à la cheville. Mais Hélios a débarqué le lendemain, avec un médecin. « Papa, on va faire un bilan complet, vérifier que tout va bien. » « Je vais bien, Hélios, c'est juste une entorse. À ton âge, une chute, ça peut cacher autre chose. À ton âge. » Comme si Romaric était déjà sénile. Le médecin a posé des questions étranges. « Vous vous souvenez de la date d'aujourd'hui? » « Bien sûr, le 15 mars 2024. »« Qui est le président de la République ?» Romaric a levé les yeux au ciel. « Vous vous moquez de moi ?» Hélios prenait des notes. Des notes. Quand ils sont partis, Romaric tremblait de colère. « Ils me prennent pour un vieux fou. » Non, chérie, ils s'inquiètent, c'est tout. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas de l'inquiétude. C'était autre chose, quelque chose de froid, de calculé. Les mois suivants, j'ai commencé à recevoir des brochures, par la poste, toujours les mêmes. Maison de repos Saint-Cloud, résidence médicalisée Les Pins, Villa Sérénité, accueil permanent. Je les jetais à la poubelle, mais elles revenaient, encore et encore. Un jour, j'ai trouvé un mot glissé dans l'une d'elles, l'écriture de Solena. « Maman, regarde au moins. C'est très bien. Tu serais tranquille. Tranquille. » Comme si ma maison, celle où j'avais élevé mes enfants, n'était plus un lieu de paix. En octobre 2025, Hélios et Solena nous ont invités à déjeuner. Dans un restaurant chic, à Lyon. Ils étaient tous les deux, ensemble, ce qui n'arrivait jamais. « On voulait discuter avec vous, » a commencé Hélios. « De quoi ?» a demandé Romaric, méfiant. « De l'avenir, de votre avenir. » Solena a posé une pochette sur la table. On a trouvé un endroit magnifique, une résidence avec piscine, kinésithérapeute, médecin sur place. « Un asile, tu veux dire ?» a coupé Romaric. « Papa, ne sois pas dur, c'est pour votre bien. »« Notre bien. On va très bien. » Hélios a soupiré. « Vous allez bien maintenant. Mais dans 1 an, 2 ans, vous aurez besoin d'aide. Et si on a besoin d'aide, on vous appellera. »« Non, papa. À ce moment-là, il sera trop tard. » Romaric s'est levé. Cette conversation est terminée. Nous sommes partis. Dans la voiture, Romaric a serré le volant si fort que ses doigts sont devenus blancs. Ils ne nous mettront jamais dans un de ces endroits. Jamais. J'ai posé ma main sur la sienne. Je sais, mon amour. Je sais. Mais une peur sourde commençait à grandir en moi. Que ferait-il si nous refusions encore? Jusqu'où irait-il pour prendre le contrôle? Et puis, il y a eu ce message de Solena.
un samedi matin. Novembre 2025. Maman ne prévoit rien pour samedi prochain. On a une petite surprise pour toi et papa. Et j'ai voulu y croire. J'ai voulu croire qu'ils nous aimaient encore, que cette fête était sincère. Mais au fond de moi, une petite voix murmurait « Fais attention ». Je voulais y croire. De toutes mes forces, je voulais croire que mes enfants m'aimaient encore. Alors j'ai fait ce que font toutes les mères du monde. J'ai trouvé des excuses. Quand Elios parlait de la valeur de la maison, je me disais « Il s'intéresse à notre patrimoine, c'est normal ». Quand Solena amenait un notaire, je me disais « Elle veut nous protéger, c'est son métier ». Quand les brochures arrivaient, je me disais « Ils anticipent, c'est de la prévoyance ». Je refusais de voir la vérité. Parce que voir la vérité, c'était accepter que j'avais échoué, que j'avais élevé des enfants capables de nous trahir. Romaric, lui, voyait plus clair. Après le déjeuner raté d'octobre, il a changé. Il vérifiait le courrier avant moi. Il scrutait chaque appel des enfants. Un soir, je l'ai trouvé dans son bureau, en train de ranger des papiers dans un coffre. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je sécurise nos documents. Actes de propriété, testament, compte bancaire. » « Pourquoi ?» Il m'a regardé longuement. « Parce que je ne leur fais plus confiance, Eleanor. Ces mots m'ont brisé. Ce sont nos enfants. Je sais, mais ils ne nous voient non plus comme leurs parents. Ils nous voient comme un obstacle. » J'ai voulu protester, mais les mots ne sont pas venus. Parce qu'au fond, je le savais. Quand le message de Solena est arrivé, j'ai hésité. Romaric aussi. « Tu veux vraiment y aller ?» m'a-t-il demandé. « C'est peut-être sincère, une vraie fête, pour nous. » Ou un piège. Romaric, ce sont nos enfants. Il a soupiré. « D'accord, on ira. Mais on reste vigilant. » J'ai acquiescé. Mais je savais que je mentais. Je ne voulais pas être vigilante. Je voulais juste retrouver mes enfants. La semaine précédant la fête, Solena a appelé plusieurs fois. « Maman, tu portes quoi samedi ?»« Je ne sais pas encore, ma chérie. Mais quelque chose d'élégant. On va dans un beau restaurant. »« D'accord. Et papa, il va bien ?»« Oui, pourquoi ?»« Juste pour savoir. »« Il n'a pas de problème de mémoire? De confusion ?» Mon sang s'est glacé. « Non, Solena, ton père va très bien. »« Tant mieux, tant mieux. » Elle a raccroché. Romaric était dans la pièce. Il avait tout entendu. « Tu vois, il prépare quelque chose. Peut-être qu'elle s'inquiète vraiment ? Eleanor, réveille-toi. » Mais je ne voulais pas me réveiller. Pas encore. Le vendredi soir, la veille de la fête, j'ai fait un cauchemar. J'étais dans une grande salle blanche, des couloirs sans fin, des portes fermées. Elio et Solena marchaient devant moi. Je les appelais, mais ils ne se retournaient pas. Et derrière moi, une voix répétait « Signature, signature, signature ». Je me suis réveillée en sueur. Romaric dormait à côté de moi, sa main dans la mienne. J'ai serré ses doigts très fort. Tout ira bien, ce ne sont que mes peurs. Le samedi est arrivé. Je me suis préparée avec soin, robe noire sobre, collier de perles que Romaric m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. Il m'a regardé dans le miroir. « Tu es belle, ma reine. Merci, mon roi. » Nous avons ri, comme avant. Puis Solena a klaxonné devant la maison. Romaric a pris une grande inspiration. « On y va ? On y va. » Il a glissé sa main dans la mienne. « Quoi qu'il arrive, on reste ensemble. Quoi qu'il arrive. » Dans la voiture, Solena a mis de la musique, trop forte, comme pour couvrir le silence. Elios nous attendait devant le restaurant. Costume sombre, sourire figé. Tout était trop parfait, trop organisé, trop faux. Mais je souriais quand même, parce que c'était plus facile que d'affronter la réalité. Nous sommes entrés dans la salle privée, décorée, bougies, roses blanches, juste nous quatre. Elios a levé son verre. À vous deux, 45 ans de patience, de sacrifice et de sagesse. J'ai souri, mal à l'aise. Solena a posé devant nous 2 coupes de champagne. « Buvez, maman. C'est un millésime exceptionnel. » J'ai porté la coupe à mes lèvres. Et c'est là que j'ai vu le regard de Romaric. Fixe, dur, terrifié. Il regardait sous la table. Et tout s'est arrêté. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en y allant. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Tout s'est figé. Le temps, les bruits, mon cœur. Romaric me regardait. Ses yeux disaient une seule chose. Danger. J'ai reposé ma coupe. Doucement, sans un mot. Solena a froncé les sourcils. « Quelque chose ne va pas, maman ?»« Non, non, juste un petit vertige. L'émotion, sans doute. » Elios s'est penché vers moi. « Tu veux de l'eau ?»« Oui, merci. » Il a fait signe au serveur. Mais ses yeux, ils étaient froids, calculateurs, comme s'il attendait quelque chose, comme s'il guettait un signe. Romaric s'est levé brusquement. « Excusez-moi, les toilettes. » Solena a sursauté. « Maintenant ? Oui. »
Maintenant. Il est sorti. Rapidement. Je suis restée seule avec eux. Le silence était insupportable. Hélios a toussé. « Maman, tu as l'air fatiguée ces derniers temps. »« Fatiguée ? Oui, papa aussi. On s'inquiète pour vous. » Solena a posé sa main sur la mienne. « C'est pour ça qu'on a organisé cette soirée. Pour parler. Calmement. Mon cœur battait trop vite. Parler de quoi ? De votre bien-être. De l'avenir. » Hélios a sorti une enveloppe de sa veste. Une enveloppe épaisse. Officielle. On a préparé quelques documents. Juste pour faciliter les choses. Quelle chose ? Il n'a pas répondu. Il a ouvert l'enveloppe, lentement, comme un prestidigitateur révélant son tour. Dedans, des papiers, beaucoup de papiers, des en-têtes, des tampons, des lignes à signer. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je murmuré. « Des autorisations, pour qu'on puisse vous aider si vous en avez besoin. »« Je n'ai besoin de rien. » Solena a souri. Doucement, trop doucement. « Pas maintenant, mais un jour, oui. Et ce jour-là, il sera trop tard pour anticiper. » Romaric est revenu à ce moment-là. Il s'est rassis à côté de moi, très près. Sa main a trouvé la mienne sous la table. Il a serré, fort, un message silencieux. « Tiens bon. » Hélios a étalé les papiers devant nous. Regardez, c'est très simple. Juste quelques signatures. J'ai baissé les yeux. Les mots dansaient devant moi. Procuration générale, tutelle préventive, mandat de protection future, transfert de gestion patrimoniale. Mon sang s'est glacé. Vous voulez qu'on vous donne tout ? Solena a ri. Un rire léger. Faux. Pas sans donner, maman. Délégué. Pour vous protéger. Nous protéger de quoi ? De vous-même. Le silence est tombé comme une guillotine. Romaric a repoussé les papiers. Non. Hélios a pâli. Papa, j'ai dit non. Tu ne comprends pas. C'est pour votre bien. Notre bien ou le vôtre ? Solena s'est raidie. Comment oses-tu ? Comment j'ose ? Comment osez-vous ? La voix de Romaric tremblait. Pas de peur, de colère. Vous nous prenez pour des vieux séniles incapables de gérer leur vie ? Papa, ne sois pas ridicule. Ridicule ? Vous organisez une fête pour nos 45 ans de mariage et vous nous tendez un piège ? Hélios a levé les mains. Ce n'est pas un piège, c'est de la prévoyance. De la prévoyance ? Vraiment ? Romaric s'est levé. Il a fouillé sous la table et il a sorti la chemise cartonnée, celle que j'avais aperçue plus tôt. Il l'a jetée sur la table. Les papiers se sont étalés. J'ai lu. Lentement. Chaque mot. Maison de repos. Saint-Cloud. Chambre double. Étage sécurisé. Durée. Indéterminée. Règlement. 4 500 € par mois. Mes mains tremblaient. Vous avez déjà réservé une chambre ? Solena a détourné les yeux. C'est juste une option. Au cas où. Au cas où quoi ? On refuse de signer ? Elle n'a pas répondu. Romaric a continué à fouiller dans les papiers. Il en a sorti un autre. Procuration notariée. Gestion complète des biens. Et en bas, en petits caractères, en cas d'incapacité mentale ou physique, temporaire ou permanente, les sous-signés transfèrent l'intégralité de la gestion de leurs biens mobiliers et immobiliers à leurs enfants, Hélios Vaucluse et Solena Vaucluse. Mon cœur s'est arrêté. Vous voulez tout prendre ? Hélios a soupiré. Ce n'est pas prendre, maman. C'est gérer pour vous éviter du stress. Du stress ? Ou pour vous éviter d'attendre notre mort ? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je puisse les retenir. Solena a blêmi. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Parce que c'est la vérité. Romaric a rassemblé les papiers. Tous. Il les a déchirés. Lentement, méthodiquement. Le bruit du papier qui se déchire résonnait dans le silence. Hélios s'est levé d'un bond. « Papa, arrête !»« Non, c'est fini. Tu ne sais pas ce que tu fais. »« Si, je refuse de vous laisser nous voler notre vie. » Solena a crié. « On ne vous vole rien. On essaie de vous aider. En nous enfermant dans un asile, en prenant notre maison, notre argent, c'est ça, votre aide ?» Elle a tremblé. Ses yeux brillaient de larmes, mais je ne savais plus si c'était des larmes de tristesse ou de rage. Romaric m'a regardé. « Élianor, on part. » J'ai voulu me lever, mais mes jambes ne répondaient plus. Trop de choc, trop de douleur. Solena s'est approchée de moi. « Maman, reste, s'il te plaît. On peut en parler calmement. » « Calmement ? Après ça, on veut juste ce qu'il y a de mieux pour vous. Le mieux pour nous ou pour vous ?» Elle a baissé les yeux, et dans ce silence, j'ai compris. Hélios a fait un signe au serveur. Un homme est entré. Grand, costume gris, mallette à la main. « Qui est-ce » ai-je demandé. « Maître Blanchard, notre notaire. » Mon sang s'est figé.
Ils avaient prévu un notaire. Ils avaient tout organisé, jusqu'au moindre détail. Maître Blanchard a ouvert sa mallette. Il en a sorti de nouveaux documents, identiques à ceux que Romaric venait de déchirer. « Monsieur et Madame Vaucluse, si vous voulez bien signer ici… »« Non, » a dit Romaric. « Monsieur, c'est dans votre intérêt. »« Mon intérêt ? Vous ne me connaissez même pas. Vos enfants m'ont expliqué votre situation. »« Quelle situation ?» Le notaire a hésité. « Votre fragilité, votre âge, les risques liés à… » « Je vais très bien. Ma femme aussi. Pour l'instant. Mais demain… » Romaric a serré les poings. « Demain, je serai encore capable de décider pour moi-même. » Solena s'est mise à pleurer. « Papa, tu ne comprends pas. On a peur. Peur qu'il vous arrive quelque chose. Vous avez peur ou vous avez hâte? Comment peux-tu dire ça? Parce que tout ce que je vois ici, c'est de la cupidité. » Hélios a explosé. « De la cupidité? On s'occupe de vous depuis des mois. On appelle, on visite, on s'inquiète. Vous vous inquiétez de notre santé ou de votre héritage? » Le mot est tombé. Héritage, personne n'a bougé. Et puis, Hélios a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. De toute façon, vous ne pourrez pas refuser éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a regardé Solena. Elle a détourné les yeux. Ça veut dire qu'on a d'autres options. Mon cœur s'est serré. Quelles options? Il n'a pas répondu. Mais dans ses yeux, j'ai vu la vérité. S'il ne pouvait pas nous convaincre, il trouverait un autre moyen. Romaric m'a pris la main. On s'en va. Papa, attends. C'est fini, Hélios. Vous avez fait votre choix. Nous faisons le nôtre. Nous nous sommes levés. Solena a tenté de me retenir. Maman, ne pars pas comme ça, s'il te plaît. J'ai regardé mon enfant, ma petite fille, celle que j'avais portée, nourrie, aimée, et je ne l'ai plus reconnue. Au revoir, Solena. Sa main est retombée. Nous avons marché vers la sortie. Hélios a crié derrière nous. Vous faites une erreur. Vous allez le regretter. Romaric s'est arrêté. Il s'est retourné. La seule erreur que j'ai faite, c'est de croire que vous nous aimiez encore. Nous sommes sortis dans la nuit froide de novembre. Le vent soufflait. La pluie menaçait. Romaric tremblait. Pas de froid, de rage. Je pleurais, silencieusement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je murmuré. Il m'a serré contre lui. On se protège, avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons marché jusqu'à la gare, pris un taxi. Dans la voiture, j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient. Et je me suis demandé, comment en était-on arrivé là? Comment mes enfants, ceux que j'avais mis au monde, étaient-ils devenus mes ennemis? Quand nous sommes rentrés à la maison, Romaric a verrouillé toutes les portes. Il a vérifié les fenêtres, 2 fois. Puis il s'est assis à son bureau. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'appelle notre notaire. Demain matin, on va tout blinder. Blinder, testament, procuration refusée, protection juridique complète. Tu penses vraiment qu'ils iraient jusque-là? Il m'a regardé, longuement. Eleanor, ils ont préparé une chambre d'asile. Ils ont falsifié des documents. Ils ont amené un notaire à une fête d'anniversaire. Il a baissé la voix. Oui, je pense qu'ils iraient jusque-là. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond. Je repensais à tout. Au premier pas d'Hélios, aux premiers mots de Solena, à leur rire d'enfant, à leur câlin du soir, à toutes ces années où j'avais cru que l'amour suffisait. Mais l'amour ne suffit pas. Parfois, l'argent tue l'amour. Parfois, la cupidité dévore les souvenirs. Parfois, vos enfants deviennent des étrangers et vous réalisez que vous êtes seul. Seul face à ceux que vous avez créés. Le lendemain matin, dimanche, le téléphone a sonné. Solena. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Encore et encore. Puis, Hélios. Romaric a débranché le téléphone fixe. Ils ne nous auront pas, a-t-il dit. Mais dans ses yeux, je voyais la peur, la même que dans les miens. 3 jours plus tard, nous avons reçu une lettre, recommandée, avec accusé de réception, du cabinet d'avocats de Solena. Mise en demeure, j'ai lu, les mains tremblantes. Compte tenu de l'âge avancé de monsieur et madame Vaucluse et de leur refus de coopération concernant leur prise en charge future, nous nous réservons le droit d'engager une procédure de sauvegarde de justice dans l'intérêt des personnes concernées. Romaric a froissé la lettre. Sauvegarde de justice. Ils veulent nous faire passer pour incapables. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. Il m'a regardé. Ses yeux brillaient de détermination. Mais on ne les laissera pas gagner. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas fini. C'était juste le début d'une guerre. Une guerre contre nos propres enfants. Une guerre pour notre dignité, notre liberté, notre vie.
Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Nous vivions barricadés dans notre propre maison, comme des prisonniers, comme des coupables, alors que nous n'avions rien fait d'autre que vieillir. Le lundi matin, Romaric a appelé notre notaire, Maître Lefebvre. Un homme de confiance. Nous le connaissions depuis 30 ans. Maître, nous avons besoin de vous. Urgemment. Il nous a reçus l'après-midi même. Dans son bureau au mur couvert de livres de droit, il a lu la lettre de Solena. Son visage s'est assombri. Il menace de demander une sauvegarde de justice. Ils peuvent vraiment faire ça? Ai-je demandé. Techniquement, oui. Si un juge estime que vous êtes en danger ou incapable de gérer vos affaires. Mon cœur s'est serré. Mais nous allons bien. Je le sais. Mais eux vont essayer de prouver le contraire. Romaric a serré les poings. Comment? Maître Lefebvre a soupiré. Certificats médicaux complaisants. Témoignages arrangés. Incidents inquiétants rapportés. Vous voulez dire qu'ils vont mentir? Je dis qu'ils vont construire un dossier. Et devant un juge, la parole d'enfant inquiet pèse lourd. Le silence est tombé. Que pouvons-nous faire? A demandé Romaric. D'abord, établir votre lucidité. Je vais demander une expertise médicale indépendante. Mémoire, capacité cognitive, autonomie. Ensuite, on verrouille tout juridiquement. Testament inattaquable. Refus explicite de toute procuration. Mandat de protection future en faveur d'une personne de confiance, pas vos enfants. J'ai frissonné. Une personne de confiance? Nous n'avons personne. Maître Lefebvre a hésité. Vous pouvez me désigner. Ou un curateur professionnel. Quelqu'un de neutre. Romaric a acquiescé. Faites le nécessaire. Nous sommes rentrés à la maison en fin d'après-midi. La pluie tombait, fine, glaciale. J'ai regardé notre jardin à travers la fenêtre, les rosiers que j'avais plantés il y a 20 ans, le banc sous la tonnelle où nous prenions le café. Cette maison, c'était notre vie, et ils voulaient nous l'arracher. Le mardi, nous avons passé des examens médicaux, chez le docteur Moreau, un neurologue recommandé par Maître Lefebvre. Test de mémoire. Question de logique. Exercice d'orientation. Quelle est la date d'aujourd'hui? Mardi 26 novembre 2025. Qui est le président de la République? Emmanuel Macron. Pouvez-vous compter à rebours de 100 en retirant 7 à chaque fois? 100, 93, 86, 79. Le docteur prenait des notes. À la fin, il nous a regardés avec bienveillance. Vous êtes en parfaite santé mentale, tous les deux. Vous pouvez le certifier? A demandé Romaric. Je vais rédiger un rapport médical complet. Aucun juge ne pourra contester vos capacités. J'ai senti mes épaules se détendre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai respiré. Mais le soulagement n'a pas duré. Le mercredi soir, nous avons reçu un appel. Un numéro inconnu. Romaric a hésité, puis décroché. Allô? Monsieur Vaucluse? Ici le docteur Armand, de la clinique Sainte-Marie. Je ne vous connais pas. Votre fils, monsieur Hélios Vaucluse, m'a contacté. Il m'a fait part de son inquiétude concernant votre état de santé. Romaric est devenu livide. Mon état de santé ne vous regarde pas. Monsieur, votre fils m'a parlé de perte de mémoire, de confusion, de comportement erratique. C'est faux, complètement faux. Il souhaite que vous passiez un examen chez nous, pour votre bien. Je viens de passer un examen. Je vais parfaitement bien. Chez quel médecin? Ça ne vous concerne pas. Le docteur Armand a marqué une pause. Monsieur Vaucluse, si vous refusez de coopérer, votre fils peut demander une expertise judiciaire. Qu'il la demande. J'ai des certificats médicaux qui prouvent de ma lucidité. Les certificats peuvent être contestés. Romaric a raccroché, brutalement. Il tremblait de rage. Ils ne lâcheront pas, ai-je murmuré. Non, ils ne lâcheront pas. Il s'est assis, la tête dans les mains. Élianor, je crois qu'on doit partir. Partir? Où? Loin. Quelques semaines. Le temps que Maître Lefebvre finalise les protections juridiques. Tu veux qu'on abandonne notre maison? Je veux qu'on se protège. J'ai regardé autour de moi, ce salon, ces murs, ces souvenirs. Et s'ils prennent la maison pendant notre absence? Ils ne peuvent pas, pas sans procédure judiciaire. Ça prend des mois. Et s'ils forcent l'entrée? J'ai changé les serrures hier et installé une alarme. Il avait tout prévu, comme toujours. Mon Romaric, mon roc. Le jeudi matin, nous avons fait nos valises. Juste l'essentiel. Vêtements, papiers importants, quelques photos. J'ai pris la photo de notre mariage, celle où nous sourions, jeunes, insouciants. Je l'ai regardée longuement. On était tellement heureux. Romaric a posé sa main sur mon épaule. On l'est encore. Ils ne nous prendront pas ça. Nous sommes partis en fin de matinée. Direction la Bretagne.
Une petite maison que nous louions parfois pour les vacances, loin de Lyon, loin de nos enfants, loin du danger. Dans la voiture, j'ai regardé défiler le paysage, les champs, les villages, les autoroutes. Romaric conduisait en silence, ses mains serrées sur le volant. « Tu penses qu'on fait le bon choix ?» ai-je demandé. « Je ne sais pas, mais c'est le seul qu'on a. » Nous sommes arrivés à la tombée de la nuit. La maison sentait le renfermé, le bois humide, le sel marin. Mais c'était calme, paisible. Personne ne savait que nous étions là. Personne ne pouvait nous trouver. Le vendredi, nous avons marché sur la plage. Le vent soufflait fort. Les vagues s'écrasaient sur les rochers. J'ai respiré l'air salé, profondément. « C'est beau », ai-je murmuré. « Oui. » Romaric a pris ma main. « On va s'en sortir, Eleanor. Tu en es sûre ?»« Oui, parce qu'on est ensemble. » J'ai posé ma tête contre son épaule. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré. Pas de peur, pas de rage. Juste de tristesse. Parce que je venais de comprendre quelque chose. Quelque chose que j'avais refusé d'admettre jusque-là. Mes enfants ne m'aimaient plus. Peut-être qu'ils ne m'avaient jamais vraiment aimé. Ou peut-être que l'argent avait tué cet amour. Je repensais à toutes ces années. Les nuits blanches quand ils étaient à malade. Les devoirs que je surveillais. Les repas que je préparais. Les sacrifices que j'avais faits. Les rêves que j'avais abandonnés. Pour eux. Tout pour eux. Et maintenant, ils voulaient me jeter dans un asile, me voler ma maison, mon autonomie, ma dignité. Cette nuit-là, allongée dans le lit étroit de la maison bretonne, j'ai fait un rêve étrange, presque prémonitoire. Je marchais dans un long couloir blanc, des portes fermées de chaque côté. Au bout du couloir, une lumière. Je m'approchais, lentement, et dans cette lumière, je voyais Hélios et Solena, enfants, petits, innocents. Ils me tendaient en les bras. Maman, je voulais les prendre, les serrer contre moi. Mais quand je touchais leurs mains, ils se transformaient, adultes, froids, durs, et leurs mains, elles ne cherchaient plus à me tenir, elles cherchaient à me pousser, dans une pièce sombre, fermée, une chambre d'asile. Je me suis réveillée en sueur. Romaric dormait à côté de moi. Je me suis levée, doucement. Je suis sortie sur la terrasse. La mer grondait dans la nuit. Le vent me fouettait le visage. Et là, seule face à l'océan, j'ai compris. Je ne pouvais plus fuir. Je ne pouvais plus espérer que les choses s'arrangent. Il fallait affronter la vérité. Mes enfants avaient fait leur choix. Maintenant, je devais faire le mien. Le samedi matin, j'ai appelé Maître Lefebvre. « Maître, c'est Eleanor Vaucluse. Madame, comment allez-vous ? Bien, nous sommes en sécurité. Mais j'ai besoin de savoir où en est le dossier. Tout est prêt. Testament rédigé. Refus de procuration notarié. Mandat de protection en ma faveur. Parfait. Il reste une étape. La signature devant témoin. Vous pouvez revenir la semaine prochaine ? Oui, lundi. Très bien. Je vous attends. J'ai raccroché. Romaric me regardait. Tout va bien ? Oui. On rentre lundi. On signe. Et on reprend notre vie. Il a souri. Faiblement. Tu es sûr ? Oui. Je ne les laisserai pas gagner. Mais le dimanche, tout a basculé. Nous prenions le petit déjeuner tranquillement. Café. Croissant. Vue sur la mer. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai hésité. Puis décroché. Allô ? Maman ? Ma respiration s'est coupée. Solena. Comment as-tu eu ce numéro ? Peu importe. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Maman, s'il te plaît. Écoute-moi. Juste 2 minutes. Sa voix tremblait. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux m'excuser. Le silence. Long. Pesant. S'excuser ? Oui. Hélios et moi, on s'est trompés. On a été trop loin. Trop loin ? Vous avez essayé de nous voler notre vie ? Je sais, et je le regrette. Sincèrement, j'ai senti les larmes monter. Pourquoi, Solena ? Pourquoi vous avez fait ça ? Elle a respiré profondément. Parce qu'on avait peur. Peur de vous perdre. Peur de ne pas pouvoir vous aider si quelque chose arrivait. Alors vous avez décidé de nous enfermer ? Non, enfin, oui, mais pas comme ça. On voulait juste être sûr que vous seriez en sécurité. En sécurité ? Ou sous votre contrôle ? Elle n'a pas répondu. Solena, dis-moi la vérité, toute la vérité. Un long silence. Puis, d'une voix brisée, on a des dettes. Mon cœur s'est arrêté. Des dettes ? Hélios a investi dans une start-up. Ça a échoué. Il a perdu beaucoup d'argent. Combien ? 300 000 €. J'ai vacillé. Mon Dieu. Et moi, j'ai des problèmes avec le fisc. Une erreur dans mes déclarations. Il me réclame 200 000 €. 500 000 €. Vous avez besoin de 500 000 €? Oui. Et là, tout s'est éclairé.
l'asile, la procuration, les documents, tout. Ah, vous vouliez vendre notre maison, ai-je murmuré. Pas vendre, juste utiliser l'hypothèque. C'est la même chose. Maman, on n'avait pas le choix. Vous aviez le choix de nous le demander. Tu aurais dit oui? Je ne sais pas, mais au moins on aurait été honnête. Solena a éclaté en sanglots. Pardon, maman. Pardon. On a tout gâché. On le sait. Oui, vous avez tout gâché. Est-ce qu'on peut réparer? J'ai regardé Romaric. Il écoutait, le visage fermé. Je ne sais pas, Solena. Je ne sais vraiment pas. Où est Hélios? Ai-je demandé. Chez lui. Il ne voulait pas que j'appelle. Il dit que c'est trop tard. Peut-être qu'il a raison. Non, s'il te plaît, donne-nous une chance. Une chance de quoi? De recommencer à nous manipuler? Non, une chance de te prouver qu'on t'aime encore. Ces mots, on t'aime encore. Comme si l'amour était quelque chose qu'on pouvait ranger dans un tiroir et ressortir quand ça arrange. Il est trop tard, Solena. Maman, au revoir. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Romaric m'a serré dans ses bras. Tu as bien fait. Tu crois? Oui, elle ment encore. Même dans ses excuses. Comment tu le sais? Parce qu'elle n'a pas dit « je te demande pardon ». Elle a dit « on a besoin d'une chance ». Il avait raison. Même dans la confession, il y avait du calcul. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond. Je repensais à cet appel. 500 000 €. C'était donc ça. Pas de l'inquiétude, pas de l'amour, juste du besoin. Et je me suis demandé, si nous n'avions pas eu cette maison, nous auraient-ils aimés? Si nous avions été pauvres, auraient-ils été aussi pressés de nous enfermer? Ou nous auraient-ils simplement oubliés? Le lundi matin, nous sommes rentrés à Lyon. Nous avons signé tous les documents chez Maître Lefebvre. Testament, refus de procuration, mandat de protection. Tout était verrouillé. Légalement, nos enfants ne pouvaient plus rien faire. Mais dans mon cœur, la blessure était ouverte et je savais qu'elle ne guérirait jamais. Parce que certaines trahisons, elles ne se pardonnent pas. Elles se portent toute une vie. En sortant du cabinet du notaire, nous avons croisé un couple âgé. Ils marchaient main dans la main, lentement, doucement. Leurs enfants les accompagnaient, souriants, attentifs. J'ai regardé cette scène et j'ai compris ce que nous avions perdu. Pas une maison, pas de l'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. La confiance, l'amour désintéressé, le lien sacré entre parents et enfants. Romaric a serré ma main. Ça va aller, ma belle. Oui, ça va aller. Mais nous savions tous les deux que plus rien ne serait jamais pareil. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Un calme pesant, fragile, comme l'œil d'un cyclone. Nous savions que ce n'était pas fini, mais nous ne savions pas encore à quel point la tempête allait être violente. Début décembre, nous avons essayé de reprendre une vie normale. Romaric s'occupait du jardin. Je cuisinais. Nous lisions le soir. Mais chaque bruit nous faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait devant la maison nous glaçait le sang. Nous vivions dans la peur, dans notre propre maison. Le 5 décembre, un jeudi, nous avons reçu une nouvelle lettre, recommandée. Encore, cette fois, du tribunal. Convocation à audience. Demande de sauvegarde de justice. Article 433 du Code civil requérant. Hélios Vaucluse et Solena Vaucluse. Mon cœur s'est arrêté. Ils ont osé. Romaric a lu la lettre, ses mâchoires serrées. Audience le 18 décembre. Dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat. Nous avons immédiatement appelé Maître Lefebvre. Il est venu chez nous le lendemain, vendredi matin. Il a lu la requête déposée par nos enfants. Son visage s'est durci. Ils prétendent que vous êtes en danger, incapable de gérer vos affaires, sujet à des épisodes de confusion. C'est complètement faux. Je sais, mais ils ont des certificats médicaux. Mon sang s'est glacé. De qui? Du docteur Armand, celui qui vous avait appelé. Romaric a juré. Il ne nous a jamais examinés. Je sais. C'est un certificat de complaisance, basé uniquement sur les déclarations de vos enfants. C'est légal? C'est limite. Mais devant un juge qui ne vous connaît pas, ça peut avoir du poids. Maître Lefebvre a sorti nos certificats médicaux, ceux du docteur Moreau. Complets, précis, indépendants. On a ça. C'est solide. Et on a aussi les documents que vous avez signés. Testament, refus de procuration. Ça suffira? Normalement, oui. Mais il a hésité. Mais quoi? Le juge va vous entendre, personnellement. Et il jugera. Nous juger? Évaluer votre lucidité, votre autonomie, sur place. J'ai senti ma gorge se serrer. Et s'il se trompe?
Alors il peut nommer un tuteur provisoire, le temps d'une expertise plus approfondie. Et ce tuteur, ce serait qui? Maître Lefebvre a baissé les yeux. Ça pourrait être vos enfants. Les jours suivants ont été un cauchemar. Nous préparions l'audience, encore et encore. Maître Lefebvre nous posait des questions. Quelle est la date d'aujourd'hui? Lundi 9 décembre 2025. Combien avez-vous sur votre compte bancaire? Environ 230 000 €. Qui gère vos factures? Moi, répondait Romaric. Toujours. Avez-vous des dettes? Non. Aucune. Tout était clair, net, précis. Mais l'angoisse restait. Le 12 décembre, 4 jours avant l'audience, Solena a rappelé. Cette fois, j'ai décroché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'une partie de moi voulait encore comprendre. Maman? Oui. Tu as reçu la convocation? Oui. Un silence. Je suis désolé. Désolé? Tu nous traînes devant un juge et tu es désolé? C'est Hélios, c'est lui qui a insisté. Moi, je ne voulais pas. Mais tu as signé quand même. Elle n'a pas répondu. Solena, pourquoi tu fais ça? Parce qu'on n'a plus le choix, maman. Les créanciers nous menacent. On risque la saisie, la faillite. Et vous pensez que nous détruire va vous sauver? On ne veut pas te détruire. On veut juste une aide, temporaire. Une aide? En nous faisant passer pour fous? Non, juste en obtenant une procuration, pour gérer vos finances, le temps qu'on se rétablisse. Et après, vous nous rendrez notre liberté? Elle a hésité, trop longtemps. Tu vois, ai-je murmuré, même toi, tu ne crois pas à ce que tu dis. Maman. Au revoir, Solena. J'ai raccroché, et cette fois, j'ai éteint mon téléphone. Le soir du 15 décembre, veille de l'audience, nous n'avons pas réussi à manger. L'estomac noué, l'angoisse au ventre. Romaric tournait en rond dans le salon. Et si le juge les croit? Il ne les croira pas. Nous avons des preuves. Les preuves ne suffisent pas toujours. Il s'est arrêté devant la fenêtre. Élianor, si on perd demain, on ne perdra pas. Mais si on perd, promets-moi une chose. Quoi? Qu'on ne se laissera pas séparer. J'ai senti les larmes monter. Jamais. Je te le promets. Il est venu vers moi. Il a pris mes mains. 45 ans ensemble. Et je refuse de finir dans une chambre d'asile sans toi. Moi aussi. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, comme deux naufragés dans la tempête. Le 18 décembre est arrivé. Un mercredi. Glacial. Gris. Nous sommes partis tôt pour le tribunal. Maître Lefebvre nous attendait à l'entrée. Vous êtes prêts? Autant qu'on peut l'être. Il nous a regardés avec gravité. Restez calme. Précis. Factuel. Ne montrez pas d'émotion excessive. Le juge cherche des signes de confusion, d'instabilité. On comprend. Et surtout, ne parlez pas de vos enfants avec colère. Ça pourrait jouer contre vous. J'ai serré la main de Romaric. D'accord. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Petite, austère, froide. Et là, assis au fond, Hélios et Solena, en costume. Impeccables, sérieux. Comme s'ils allaient à une réunion d'affaires, pas à un procès contre leurs parents. Solena a baissé les yeux quand nos regards se sont croisés. Hélios, lui, m'a fixé. Sans émotion, sans regret. Juste du calcul. Le juge est entré. Une femme d'une 50aine d'années. Cheveux gris, regard perçant. Madame la juge Roussel, a murmuré maître Lefebvre. Elle s'est assise, elle a ouvert le dossier. Affaire numéro 25/4712. Demande de sauvegarde de justice concernant monsieur Romaric Vaucluse et madame Élianor Vaucluse. Sa voix était neutre, professionnelle. Les requérants sont présents? L'avocat d'Hélios et Solena s'est levé. Un homme jeune, arrogant. Oui, madame la juge. Maître Fontaine, représentant monsieur Hélios Vaucluse et madame Solena Vaucluse. Les personnes concernées? Maître Lefebvre s'est levé. Présente, madame la juge. Maître Lefebvre, conseil de monsieur et madame Vaucluse. La juge a acquiescé. Bien. Maître Fontaine, exposez votre requête. L'avocat de nos enfants s'est levé. Il a parlé pendant 10 minutes. Chaque mot était un coup de poignard. Madame la juge, mes clients sont profondément inquiets pour leurs parents. Monsieur Romaric Vaucluse, 67 ans, et madame Élianor Vaucluse, 64 ans, montrent des signes inquiétants de fragilité. Fragilité. Selon le certificat médical du docteur Armand, joint au dossier, monsieur Vaucluse présente des épisodes de confusion, des oublis répétés, une incapacité à gérer les situations complexes. Mensonge. Madame Vaucluse, quant à elle, souffre d'anxiété chronique et de déni de réalité. Elle refuse toute aide extérieure, même quand elle en aurait besoin. Manipulation. Mes clients ont tenté, à plusieurs reprises, de dialoguer avec leurs parents. En vain.
Ils ont même organisé une fête familiale pour aborder le sujet calmement. Mais leurs parents sont devenus agressifs, paranoïaques. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas crier. Romaric tremblait à côté de moi. De plus, Madame la juge, mes clients ont découvert que leurs parents ont récemment modifié leur testament. Ils ont refusé toute procuration. Ils ont même nommé un tiers, leur notaire, comme mandataire. La juge a levé les yeux. En quoi est-ce problématique? Cela démontre une méfiance pathologique envers leur propre famille. Un signe de confusion mentale. Maître Lefebvre a bondi. Objection, Madame la juge. Modifier son testament est un droit fondamental, pas un signe de démence. Objection retenue. Continuez, Maître Fontaine. L'avocat a souri, froidement. Mes clients demandent simplement une sauvegarde de justice provisoire, le temps d'une expertise médicale complète, pour protéger leurs parents d'eux-mêmes. Il s'est rassis. La juge s'est tournée vers Maître Lefebvre. Maître, votre réponse? Maître Lefebvre s'est levé, calmement. Il a sorti nos certificats médicaux. Madame la juge, je vous présente 2 certificats médicaux récents, établis par le docteur Moreau, neurologue indépendant. Après examen complet, il conclut que mes clients sont en parfaite santé mentale. Aucune confusion, aucun signe de démence. La juge a pris les documents. Elle les a lus attentivement. Ces examens datent de quand? Du 26 novembre dernier, il y a 3 semaines. Et le certificat du docteur Armand? Non daté, non étayé, basé uniquement sur les déclarations des requérants, sans examen direct. La juge a froncé les sourcils. Maître Fontaine, vos clients ont-ils réellement fait examiner leurs parents par le docteur Armand? L'avocat a hésité. Le docteur s'est basé sur les observations de mes clients. Donc, aucun examen médical direct. Non, Madame la juge. Un silence pesant. La juge s'est tournée vers nous. Monsieur et Madame Vaucluse, approchez. Nous nous sommes levés. Mes jambes tremblaient. Romaric a pris ma main. Nous nous sommes avancés vers le bureau de la juge. Elle nous a regardés, longuement. Monsieur Vaucluse, quelle est la date d'aujourd'hui? Mercredi 18 décembre 2025. Quel âge avez-vous? 67 ans. Vous gérez vos finances vous-même? Oui, Madame la juge, seule, depuis toujours. Avez-vous des dettes? Non. Des problèmes de santé? Une tension légèrement élevée, contrôlée par traitement. La juge a acquiescé, puis elle s'est tournée vers moi. Madame Vaucluse, pourquoi avez-vous modifié votre testament? J'ai respiré profondément. Parce que mes enfants ont tenté de nous faire signer des documents sous prétexte d'une fête d'anniversaire, des documents de procuration, sans notre consentement éclairé. Vous en êtes sûre? Oui, Madame la juge. Mon mari a trouvé les papiers cachés sous la table du restaurant. La juge a regardé Hélios et Solena. Est-ce vrai? Maître Fontaine s'est levé. Mes clients voulaient simplement aborder le sujet dans un cadre familial. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce vrai que des documents étaient préparés sans en informer les parents? Hélios s'est levé. Raide. Oui, mais c'était pour leur bien. Leur bien? Ou le vôtre? Silence. La juge a refermé le dossier. J'ai entendu suffisamment. Mon cœur battait à tout rompre. Monsieur et Madame Vaucluse sont manifestement lucides, autonomes, capables de gérer leur vie et leurs biens. J'ai senti les larmes monter. Les certificats médicaux indépendants le confirment. Le certificat du docteur Armand, en revanche, n'a aucune valeur probante. Maître Fontaine a voulu intervenir. Madame la juge, silence. Elle a regardé Hélios et Solena. Je comprends que vous soyez inquiets pour vos parents, mais cette requête ressemble davantage à une tentative de prise de contrôle qu'à une mesure de protection. Hélios est devenu livide. Solena a baissé la tête. La demande de sauvegarde de justice est rejetée. Mon cœur a explosé de soulagement. Romaric a serré ma main si fort que j'ai eu mal. Mais c'était une douleur douce, la douleur de la victoire. De plus, a continué la juge, je note que monsieur et madame Vaucluse ont déjà pris les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts. Ils ont nommé un mandataire de confiance, établi un testament clair, elle a refermé le dossier. Cette affaire est close, vous pouvez disposer. Nous sommes sortis du tribunal dans un brouillard. Maître Lefebvre souriait. Vous avez gagné. Gagné, ai-je murmuré. Mais à quel prix? Dehors, sur les marches du tribunal, Hélios nous attendait. Solena était partie. Seul, il nous a regardés, froidement. Vous êtes content? Vous avez gagné. Romaric s'est arrêté. Content? Tu crois que je suis content d'avoir dû défendre ma lucidité devant un juge, à cause de mes propres enfants? Hélios a serré les poings. On essayait juste de vous protéger. Non, vous essayez de nous voler. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi Solena m'a parlé de vos dettes? 500 000 euros. C'est ça la vérité, non? Hélios est devenu blanc. Elle t'a dit ça?
Oui, et maintenant je sais tout. Un long silence. Puis Hélios a éclaté. Oui, on a des dettes. Et alors, vous avez une maison qui vaut 1 million d'euros. Vous pourriez nous aider? Vous aider? En nous enfermant dans un asile? On ne voulait pas vous enfermer, juste gérer vos biens temporairement. C'est la même chose. Hélios a crié. Vous ne comprenez rien. On est vos enfants. On a droit à cet héritage. Le mot a résonné comme une gifle. Héritage. Romaric s'est avancé vers lui. Tu n'as droit à rien, Hélios. Rien. Cet argent, on l'a gagné. Cette maison, on l'a construite. Et on en fera ce qu'on veut. Vous allez tout donner à des inconnus, à des associations? Peut-être. Hélios a tremblé de rage. Vous êtes des monstres. Non, ai-je murmuré. Les monstres, c'est vous. Je me suis avancé vers mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais porté, nourri, aimé. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu sais ce qui me fait le plus mal, Hélios? Il n'a pas répondu. Ce n'est pas que tu aies voulu prendre notre argent, c'est que tu n'aies jamais demandé si on allait bien, si on était heureux, si on avait besoin de quelque chose. Ma voix s'est brisée. Tout ce qui t'intéressait, c'était notre mort, pour toucher l'héritage. Ce n'est pas vrai. Si, et tu le sais, je me suis retourné. Romaric m'a pris le bras. Nous avons descendu les marches. Hélios a crié derrière nous. Vous allez le regretter. Je ne vous pardonnerai jamais. Romaric s'est arrêté. Une dernière fois. Nous non plus. Nous sommes rentrés à la maison, en silence. Le poids de la victoire était aussi lourd que celui de la défaite, parce que nous avions gagné le procès. Mais nous avions perdu nos enfants. Ce soir-là, assise dans le salon, j'ai regardé les photos sur la cheminée. Hélios, petit, sur son vélo. Solena, adolescente, le jour de son bac. Notre mariage, nos vacances, nos sourires. Toute une vie de souvenirs. Romaric est venu s'asseoir à côté de moi. Tu veux les enlever? Les photos? Oui, j'ai regardé ces visages. Longtemps. Puis j'ai secoué la tête. Non, ce ne sont plus eux. Mais c'était eux. Un jour, tu leur pardonnes? Non, mais je me souviens. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans les bras de Romaric. Des larmes silencieuses, profondes. Le deuil de ce que nous avions perdu. Pas une maison, pas de l'argent, mais une famille. Les jours après l'audience ont été étranges. Un mélange de soulagement et de vide abyssal. Nous avions gagné, mais nous nous sentions orphelins. Orphelins de nos propres enfants. Le 19 décembre, lendemain de l'audience, nous nous sommes réveillés tard, épuisés, vidés. Romaric a préparé le café, en silence. Nous l'avons bu sur la terrasse, malgré le froid. Le jardin était gelé, les rosiers endormis. Tout semblait suspendu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je murmuré. Romaric a regardé l'horizon. On vit, c'est tout, c'est déjà beaucoup. Mais vivre? Comment? Comment reprendre une vie normale quand le monde s'est effondré? Quand vos propres enfants vous ont trahi? Quand vous avez dû prouver votre santé mentale devant un juge? Les premiers jours, nous avons évité le sujet. Nous faisions semblant d'aller bien, semblant que rien n'avait changé. Mais la nuit, je me réveillais en sueur, des cauchemars, toujours les mêmes. Hélios et Solena qui me poussaient dans un couloir blanc, une porte qui se fermait, un verrou qui claquait, et moi, seul, dans une chambre vide. Le 22 décembre, Maître Lefebvre nous a appelés. Monsieur et Madame Vaucluse, j'ai reçu un courrier de l'avocat de vos enfants. Mon cœur s'est serré. Quoi encore? Ils renoncent à faire appel. Vraiment? Oui, l'affaire est définitivement close. J'ai respiré. Merci, maître. Mais il y a autre chose. Quoi? Ils demandent si vous seriez disposé à discuter, en privé. Romaric a serré le poing. Non. Attendez. Laissez-moi finir. Ils proposent une médiation familiale, avec un psychologue, pour tenter de réparer. J'ai regardé Romaric. Ses yeux étaient durs, fermés. Non, a-t-il répété. Maître Lefebvre a soupiré. Je comprends, mais réfléchissez-y. Parfois, le pardon aide à guérir. Nous n'avons rien à guérir, maître. Ce sont eux qui sont malades. Nous avons raccroché. Romaric tremblait. Le pardon. Ils veulent notre pardon? Romaric. Non, Élianor. Ils ont essayé de nous voler notre vie, de nous enfermer, de nous rendre fous devant un tribunal. Et maintenant, ils veulent qu'on leur pardonne? Peut-être qu'ils regrettent. Ils regrettent d'avoir perdu, pas d'avoir fait du mal. Il avait raison. Je le savais. Mais une partie de moi, une petite partie, fragile, têtue, voulait encore croire que mes enfants pouvaient changer. Le 23 décembre, veille de Noël, nous avons reçu 2 lettres, manuscrites, une d'Hélios, une de Solena.
Romaric voulait les jeter sans les lire. Non, ai-je dit, laisse-moi, au moins voir. Il a hésité, puis il me les a tendues. J'ai ouvert celle de Solena en premier. Son écriture, reconnaissable, celle que j'avais vue sur ses cahiers d'école. Maman, je ne sais pas si tu liras cette lettre, peut-être que tu la déchireras. Je le comprendrai. Je voulais juste te dire que je regrette, sincèrement. J'ai fait des erreurs, énormes, impardonnables. J'ai laissé l'argent prendre le dessus sur l'amour. J'ai laissé la peur me guider. Et j'ai trahi la seule personne qui m'a toujours aimé sans condition. Toi, je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je t'aime. Même si je l'ai mal montré, même si je t'ai fait du mal. Je t'aime, maman. Solena. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient. Romaric me regardait. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle regrette? Qu'elle m'aime? Tu la crois? J'ai hésité. Je ne sais pas. J'ai ouvert la lettre d'Hélios. Plus courte, plus froide. Papa, maman, je reconnais avoir fait des erreurs de jugement. J'ai agi par peur, par inquiétude pour votre avenir. Peut-être que mes méthodes étaient maladroites, mais mon intention était bonne. Si vous acceptez de discuter, je suis prêt à trouver une solution. Hélios. Romaric a lu par-dessus mon épaule. Il a ricané. Erreur de jugement. Méthode maladroite. Il ne s'excuse même pas vraiment. Non. Et il parle encore de solution, comme si on était un problème à résoudre. J'ai replié les lettres. Qu'est-ce qu'on fait? Romaric a pris une grande inspiration. Rien. Rien? On ne répond pas. On ne va pas à la médiation. On ferme cette porte. Pour toujours? Il m'a regardé. Longtemps. Éléanore. Ils ne changeront pas. Tant qu'on aura quelque chose qu'ils veulent, ils reviendront. Encore et encore. Et si on n'avait plus rien? Comment ça? Une idée germait dans mon esprit. Une idée folle, libératrice. Et si on vendait la maison? Romaric a sursauté. Quoi? La maison? Si on la vendait, si on prenait l'argent, et qu'on en faisait quelque chose de bien. Quelque chose de bien? Oui, quelque chose qui les empêche de nous traquer, de nous manipuler. Il a froncé les sourcils. Tu veux tout donner? Pas tout, mais une partie, pour qu'ils comprennent qu'ils n'auront jamais ce qu'ils veulent. Romaric s'est assis. Il a réfléchi, longtemps. Puis, lentement, un sourire est apparu sur son visage. Tu es une femme extraordinaire, Éléanore. C'est oui? C'est oui. Le 24 décembre, jour de Noël, nous avons appelé Maître Lefebvre. Il a été surpris de nous entendre. Un problème? Non, une décision. Nous lui avons expliqué notre plan. Il a écouté, sans nous interrompre. Puis il a dit, « Vous êtes sûr? C'est radical? Nous sommes sûrs. Très bien, je prépare les documents. On se voit après les fêtes? Oui, le 2 janvier. Ce soir-là, nous avons dîné en silence. Pas de sapin, pas de cadeaux, pas de musique. Juste nous deux. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie en paix. Parce que j'avais compris quelque chose. Mes enfants ne m'aimaient plus. Peut-être qu'ils ne m'avaient jamais vraiment aimé. Ou peut-être que l'argent avait tué cet amour. Mais ce n'était plus important. Ce qui était important, c'était ma liberté, ma dignité, mon choix. Le 2 janvier, nous sommes retournés chez Maître Lefebvre. Il avait préparé les documents. « Vous êtes certain ?» a-t-il demandé une dernière fois. « Absolument », a répondu Romaric. « Nous avons signé. Vente de la maison de Vaucluse. Don de 500 000 € à la Fondation Abbé Pierre pour les personnes âgées sans abri. Don de 200 000 € à l'association SOS Maltraitance Personnes Âgées. Reste 300 000 € placés sur un compte bloqué pour notre fin de vie. Maître Lefebvre a tamponné les documents. C'est fait. Combien de temps avant que la vente soit finalisée? 2 à 3 mois. La maison est en bon état. Elle partira vite. Bien. Et où allez-vous vivre? Romaric a souri. On a trouvé un petit appartement, en location, à Annecy. Annecy? Oui. Près du lac, loin de Lyon, loin d'eux. Nous sommes sortis du cabinet. Le soleil brillait. Un soleil froid, clair. Romaric a pris ma main. Tu regrettes? Non. Et toi? Pas une seconde. Nous avons marché dans les rues de Lyon. Cette ville où nous avions construit notre vie, où nous avions élevé nos enfants, où nous avions cru au bonheur. Mais cette ville, elle nous faisait mal maintenant. Chaque rue portait un souvenir. Chaque coin de rue, une blessure. Le 10 janvier, nous avons commencé à emballer. Les cartons s'accumulaient. Livres, vêtements, vaisselle, 45 ans de vie dans des boîtes en carton. Un soir, en rangeant le grenier, j'ai trouvé une vieille boîte. À l'intérieur, des dessins d'enfants. Hélios, Solena, leurs premiers dessins. Des maisons avec des cheminées qui fument.
des soleils jaunes, des familles qui sourient. Je t'aime, maman, écrit en lettres malhabiles. J'ai pleuré. Romaric m'a trouvée là, assise par terre, les dessins éparpillés autour de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je me souviens. Il s'est assis à côté de moi. On peut les garder, si tu veux. Non. J'ai rassemblé les dessins, lentement. Ces enfants-là, ils n'existent plus. J'ai mis les dessins dans un carton, tout au fond. Mais je ne les oublierai jamais. Le 15 janvier, nous avons reçu un appel. D'Hélios. Il avait découvert. Quelqu'un lui avait parlé. Peut-être un voisin. Peut-être le panneau « À vendre » devant la maison. « Qu'est-ce que vous faites » a-t-il crié au téléphone. Romaric a mis le haut-parleur. « Nous vendons notre maison. C'est notre droit. Vous ne pouvez pas faire ça. »« Si, on peut. Mais, et l'héritage ?»« Il n'y aura pas d'héritage, Hélios. » Un silence, stupéfait. « Comment ça? Pas d'héritage. L'argent ira à des associations, pour aider des personnes âgées, de vraies victimes. » Hélios a explosé. « Vous êtes fous. Vous gâchez tout. » Non, nous reprenons le contrôle. C'est notre argent. Non, Hélios, c'est le nôtre. Et nous en faisons ce que nous voulons. Je vais contester, je vais attaquer. Romaric a souri, calmement. Tu peux essayer. Mais tout est légal, notarié, inattaquable. Vous nous punissez? Non, a dit Romaric. Nous nous libérons. Il a raccroché. Ce soir-là, Solena a appelé, en pleurs. Maman, c'est vrai? Vous vendez? Oui, mais pourquoi? Parce que cette maison, elle vous rend malade. Elle nous rend malade. Non, c'est notre maison de famille. Ce n'était plus une maison, Solena, c'était un appât, un piège. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est déjà fait. Mais, et nous? J'ai fermé les yeux. Vous vivrez vos vies, avec vos dettes, vos choix, vos conséquences. Tu nous abandonnes? Non, c'est vous qui nous avez abandonnés. Le jour où vous avez vu des euros à la place de parents, j'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de regret, pas de colère, juste de la tristesse d'un amour mort. Le 1er février, la maison a été vendue. Un jeune couple avec 2 enfants. Ils étaient heureux, enthousiastes. Nous allons y être si bien, a dit la femme. Les enfants vont adorer le jardin. J'ai souri. Oui, c'est une belle maison. Prenez-en soin. Promis. Nous avons signé chez le notaire. Le chèque a été versé. 700 000 euros. Et le jour même, les virements sont partis. 500 000 à la Fondation Abbé Pierre. 200 000 à SOS Maltraitance. Maître Lefebvre nous a regardés. Vous venez de donner 700 000 euros. Oui. Vous ne regrettez pas? Romaric a serré ma main. Pas une seconde. Le 5 février, nous avons déménagé à Annecy. Un petit appartement, 2 chambres, vue sur le lac. Simple, lumineux, paisible. Le premier soir, nous avons dîné sur le balcon. Le soleil se couchait sur les montagnes. Le lac brillait comme un miroir. C'est beau, ai-je murmuré. Oui, Romaric a levé son verre. À nous, à notre liberté, à notre dignité. J'ai levé le mien. À nous, nous avons trinqué. Et dans ce geste simple, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une dernière lettre de Solena, courte, désespérée. « Maman, je ne sais pas où tu es. Vous avez disparu. » Hélios est furieux. Il dit qu'il ne vous pardonnera jamais. Moi, je ne sais plus quoi penser. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mes dettes m'étouffent. Et je vous ai perdu, vous. J'espère juste qu'un jour tu pourras me pardonner, même si je ne le mérite pas. Je t'aime. Solena. J'ai lu la lettre, 2 fois, puis je l'ai rangée dans un tiroir, sans répondre. Romaric m'a regardé. Tu ne réponds pas? Non. Pourquoi? Parce que certaines portes doivent rester fermées. Il a acquiescé. Tu as raison. Et c'est là que j'ai compris. Le pardon, ce n'est pas toujours possible. Parfois, la seule chose qu'on peut faire, c'est lâcher prise. Laisser partir ceux qui nous ont fait du mal, même si ce sont nos enfants, même si ça déchire le cœur. Parce que se protéger, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Nous avions perdu une maison, mais nous avions retrouvé notre paix. Nous avions perdu des enfants, mais nous avions gardé notre dignité. Et dans ce petit appartement d'Annecy, face au lac, face aux montagnes, nous avions enfin retrouvé nous-mêmes. Un matin de février, en marchant au bord du lac, j'ai dit à Romaric, « Tu sais ce qui est étrange? Quoi? Je me sens plus légère. » Légère? Oui, comme si j'avais posé un poids que je portais depuis des années. Il a souri. Le poids de l'attente. L'attente? Oui, attendre qu'il nous aime, attendre qu'il change, attendre quelque chose qui ne viendra jamais.
Il avait raison. Nous avions arrêté d'attendre. Et dans cet arrêt, nous avions trouvé la liberté. Les mois ont passé, lentement, paisiblement. À Annecy, nous avons reconstruit une vie, simple, légère, libre. Nous nous promenions chaque matin au bord du lac. Nous prenions le café sur le balcon, face aux montagnes. Nous lisions, nous parlions, nous rions. Pour la première fois depuis des années, nous vivions, vraiment, sans peur, sans tension, sans cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Mars est arrivé, puis avril. Les cerisiers ont fleuri autour du lac. Le printemps sentait bon, frais, nouveau. Un matin d'avril, en feuilletant le journal local, Romaric a sursauté. « Élianor, regarde, il m'a tendu le journal, un article, page régionale. La Fondation Abbé Pierre inaugure un nouveau centre d'accueil pour personnes âgées à Lyon. En dessous, une photo, un bâtiment neuf, lumineux. Et dans l'article, une phrase. Grâce à la générosité d'un couple de donateurs anonymes, ce centre pourra accueillir 50 personnes âgées en situation de précarité. J'ai senti mon cœur se gonfler. C'est nous? Oui, c'est nous. J'ai relu l'article 3 fois et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de joie, parce que notre argent, cet argent que nos enfants voulaient nous voler, il servait à quelque chose de beau, de juste, de bon. Romaric a posé sa main sur la mienne. Tu vois, on a fait le bon choix. Oui, on a fait le bon choix. Les semaines suivantes, nous avons continué notre vie, tranquille, sereine. Nous ne pensions plus à Hélios et Solena, ou plutôt, nous essayions de ne plus y penser. Mais parfois, la nuit, je me réveillais, et je me demandais, où sont-ils? Comment vont-ils? Ont-ils compris? Ont-ils souffert? La réponse est venue au mois de mai, un après-midi. Nous prenions le thé sur le balcon. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Madame Vaucluse? Oui, ici Maître Dubois. Je suis l'avocat de votre fille, Solena. Mon cœur s'est serré. Que voulez-vous? Votre fille, elle a des difficultés. Importantes. Je sais, elle a des dettes. Ce n'est plus seulement des dettes, madame. Elle fait face à une procédure judiciaire pour fraude fiscale. J'ai fermé les yeux. Fraude fiscale? Oui, les impôts ont découvert des irrégularités dans ses déclarations, sur plusieurs années. Et qu'est-ce qu'elle risque? Entre 6 mois et 2 ans de prison, et une amende de 150 000 €. Le silence. Elle m'a demandé de vous contacter, pour voir si vous pourriez l'aider. L'aider comment? Financièrement, pour payer l'amende, éviter la prison. J'ai regardé Romaric. Il écoutait, le visage fermé. « Maître, dites à ma fille que je ne peux pas l'aider. Madame, nous n'avons plus cet argent. Nous l'avons donné à des associations. » Un long silence. « Je vois. Merci, madame. Au revoir. » Il a raccroché. Romaric m'a regardé. « Tu vas bien? » Je ne sais pas. « Tu regrettes? » Non, mais savoir qu'elle va peut-être aller en prison, Élianor, elle a fait des choix. Elle doit en assumer les conséquences. Je sais, mais dire « je sais » et l'accepter vraiment, ce n'est pas la même chose. 2 semaines plus tard, fin mai, nous avons reçu une lettre de Solena, manuscrite, tremblante. « Maman, je t'écris du cabinet de mon avocat. Dans quelques jours, je vais passer devant le tribunal. Je risque la prison. J'ai peur, maman. J'ai tout perdu. Mon travail, ma maison, mes économies. Et maintenant, je risque de perdre ma liberté. Je sais que je ne mérite rien. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je suis ta fille. Et j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Solena. » J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des sanglots profonds, incontrôlables. Romaric m'a serré contre lui. « Qu'est-ce que tu veux faire? » Je ne sais pas. « Tu veux l'aider? » Je ne peux pas. On n'a plus l'argent. On a les 300 000 qu'on a gardés. Pour notre fin de vie. J'ai levé les yeux vers lui. Tu proposerais de les lui donner? Il a secoué la tête. Non, je te demande ce que toi tu veux faire. J'ai regardé la lettre. Longtemps. J'ai pensé à Solena, petite, innocente, puis à Solena adulte, froide, manipulatrice, puis à Solena aujourd'hui, brisée, désespérée. Et j'ai compris, je ne pouvais pas la sauver. Même si je le voulais, parce que la sauver maintenant, ce serait lui apprendre qu'elle peut toujours compter sur moi, même après m'avoir trahi, même après m'avoir brisé. Non, ai-je murmuré. Non, non, je ne l'aiderai pas. Romaric a acquiescé. Tu es sûr? Oui, j'ai déchiré la lettre, lentement. Elle doit apprendre, seule. Début juin, nous avons appris le verdict, par le journal, pas par Solena.
Solena Vaucluse, avocate lyonnaise, condamnée à 18 mois de prison avec sursis et 150 000 € d'amende pour fraude fiscale. Prison avec sursis. Elle n'irait pas en prison. Pas tout de suite. Mais si elle récidivait, elle y irait. J'ai lu l'article, en silence. Romaric me regardait. « Comment tu te sens ?»« Triste, mais soulagée. »« Soulagée ?» Oui, parce qu'elle a échappé au pire. Mais elle a compris. Compris quoi? Que les actions ont des conséquences. Quelques jours plus tard, mi-juin, nous avons reçu des nouvelles d'Hélios. Pas directement. Par Maître Lefebvre. Monsieur et Madame Vaucluse, j'ai été contacté par un huissier. Concernant votre fils. Que se passe-t-il? Il fait face à une saisie immobilière. Ses créanciers ont obtenu un jugement. Sa maison va être vendue aux enchères. Mon cœur s'est serré. Sa maison? Celle où il vit? Oui. La vente est prévue pour le 15 juillet. Ah ouais! Lui? Où va-t-il aller? Je l'ignore, madame. Romaric a demandé. Pourquoi vous nous informez? Parce que votre fils a tenté de bloquer la vente, en prétendant que vous lui deviez de l'argent, qu'il avait droit à une partie de votre héritage. Quoi? Rassurez-vous, le juge a rejeté sa requête. Vous ne lui devez rien. Légalement. Bien. Maître Lefebvre a marqué une pause. Mais il va tout perdre. Maison, voiture, tout. C'est son problème, a dit Romaric. Mais ce soir-là, je n'ai pas réussi à dormir. Hélios, mon fils, qui allait tout perdre? À cause de ses choix, de sa cupidité. Romaric m'a pris la main dans le noir. Tu penses à lui? Oui. Tu as pitié? Je ne sais pas. Élianor, il a essayé de te voler, de t'enfermer, de te rendre folle devant un juge. Je sais. Et maintenant, il prétend que tu lui dois de l'argent. Je sais. Alors pourquoi tu as pitié? J'ai soupiré. Parce que c'est mon fils. Et que même s'il m'a trahi, je ne peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose. Romaric a serré ma main. Ce que tu ressens, ma belle, ce n'est pas de la pitié. C'est quoi alors? C'est du deuil. Le deuil de ce qu'il aurait pu être. Il avait raison. Je ne pleurais pas Hélios tel qu'il était. Je pleurais l'enfant qu'il avait été. L'homme qu'il aurait pu devenir. Le 15 juillet, la maison d'Hélios a été vendue aux enchères, pour bien moins que sa valeur. Ses dettes étaient trop importantes. Même avec la vente, il restait endetté. Nous avons appris par des connaissances communes qu'il vivait maintenant dans un petit studio, seul. Sa femme l'avait quitté. Ses enfants ne lui parlèrent plus. Il travaillait dans une petite comptabilité, un poste subalterne. Lui qui avait été associé dans un grand cabinet. Lui qui rêvait de fortune et de prestige. La vie l'avait rattrapé. Pas par vengeance, pas par punition divine. Juste par la logique implacable des conséquences. Août est arrivé. Annecy était magnifique, ensoleillée, vivante. Nous avons pris des vacances, pas loin, juste au bord du lac. Nous lisions, nous nagions, nous profitions. Un matin, en me promenant seule au marché, j'ai croisé une femme âgée. Elle portait des sacs lourds. Elle peinait. Je me suis approchée. « Vous avez besoin d'aide ?» Elle m'a regardée, surprise. « Oh, vous êtes gentille. Merci. » Je l'ai aidée à porter ses courses jusqu'à chez elle. Un petit appartement, modeste, propre. Entrez, prenez un café. Avec plaisir. Nous avons discuté. Longtemps. Elle s'appelait Marguerite, 82 ans. Veuve, seule. Ses enfants vivaient à l'étranger. Ils m'appellent une fois par mois. Peut-être. Vous ne leur en voulez pas? Elle a souri, tristement. Au début, oui. Puis j'ai compris. Ils ont leur vie, leurs soucis. Mais vous êtes seule? Oui. Mais je ne suis pas abandonnée. J'ai mes voisins, mes amis, des gens comme vous. Elle m'a regardé dans les yeux. Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas d'où vient l'amour, c'est qu'il existe. Ces mots m'ont touchée, profondément, parce qu'elle avait raison. Je n'avais plus mes enfants, mais j'avais Romaric, j'avais des voisins bienveillants, j'avais des inconnus qui me souriaient au marché. J'avais une vie, pas celle que j'avais imaginée, mais une vie quand même. En rentrant chez moi, j'ai raconté cette rencontre à Romaric. Il a souri. Elle a raison. Ce qui compte, c'est qu'on soit aimé. Et nous, on s'aime. Oui, il a pris ma main. Et ça suffit, non? J'ai posé ma tête contre son épaule. Oui, ça suffit. Septembre est arrivé. Un matin frais, clair. Nous prenions le café sur le balcon. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Encore. J'ai hésité, puis décroché. Allô? Madame Vaucluse? Oui, ici le docteur Lemoine. Hôpital Édouard Herriot, à Lyon. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Votre fils, Hélios Vaucluse, a été admis hier soir,
suite à un malaise. Un malaise? Oui. Épuisement. Stress aigu. Il est stable maintenant. Mais il a demandé à vous voir. J'ai fermé les yeux. Hélios, à l'hôpital. Il va bien? Physiquement, oui. Mais psychologiquement, il est fragile. Je vois. Vous viendrez? J'ai regardé Romaric. Il me regardait qu'aussi. Je ne sais pas. Il dit qu'il a besoin de vous parler, que c'est important. Donnez-moi un peu de temps. Je vous rappelle. J'ai raccroché. Romaric a posé sa tasse. Tu veux y aller? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ressens? De la peur. Peur de quoi? Peur qu'il me manipule encore, qu'il me fasse du mal. Et si tu n'y vas pas? Peur de regretter, de me dire que j'aurais dû. Romaric a réfléchi. Alors allons-y, ensemble. Tu viendrais avec moi? Toujours. Le lendemain, nous avons pris la route pour Lyon. 2 heures de trajet. En silence. Mon cœur battait trop vite. Nous sommes arrivés à l'hôpital en fin de matinée. Bâtiment gris, odeur de désinfectant. Nous avons demandé la chambre d'Hélios. 2e étage, chambre 12. Devant la porte, j'ai hésité. Romaric a serré ma main. Je suis là. Merci. J'ai frappé. Doucement. Entrez. Nous sommes entrés. Hélios était allongé dans le lit. Pâle, amaigri, épuisé. Il nous a vus. Ses yeux se sont remplis de larmes. Papa, maman. Sa voix était cassée, fragile. Romaric est resté près de la porte, bras croisés. Je me suis approché, lentement. Hélios, merci. Merci d'être venu. J'ai tiré une chaise. Je me suis assise. Le médecin dit que tu as fait un malaise. Oui, trop de stress, trop de... tout. Il a fermé les yeux. J'ai tout perdu, maman. Ma maison, mon travail, ma famille. Je sais. Et c'est de ma faute, je le sais. Un long silence. Pourquoi tu as demandé à nous voir? Il a ouvert les yeux. Parce que je voulais m'excuser. M'excuser? Oui, vraiment, sans arrière-pensée. J'ai attendu. J'ai été un monstre. J'ai vu de l'argent à la place de parents. J'ai voulu vous contrôler, vous enfermer. Sa voix tremblait. Je pensais que j'avais le droit, que c'était mon dû. Ton dû? Oui, l'héritage, la maison, tout. Il a essuyé ses larmes, mais je me trompais. Je n'avais droit à rien, sauf à votre amour. Et je l'ai détruit. J'ai senti mes propres larmes monter. Pourquoi, Hélios? Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'avais peur. Peur de ne pas réussir. Peur de perdre. Peur de ne pas être assez. Pas assez pour qui? Pour moi. Pour toi. Pour le monde. Il a baissé les yeux. J'ai cru que l'argent me rendrait heureux, que la réussite me rendrait digne. Mais j'avais tort. Romaric s'est approché. Hélios, pourquoi maintenant? Pourquoi tu t'excuses maintenant? Hélios a regardé son père. Parce que j'ai tout perdu, et dans cette perte, j'ai compris ce qui comptait vraiment. Quoi? Vous, l'amour, la famille. Il a pleuré. Mais il est trop tard. Je le sais. Vous ne me pardonnerez jamais. Je me suis levé. J'ai regardé mon fils, longuement. Cet homme brisé, qui avait été mon petit garçon. Hélios, je ne sais pas si je peux te pardonner. Il a hoché la tête, résigné. Mais je peux comprendre. Il a levé les yeux, surpris. Comprendre que tu as eu peur, que tu as fait des erreurs, que tu regrettes. J'ai posé ma main sur la sienne. Ça ne change rien à ce qui s'est passé. Ça ne répare rien. Je sais. Mais ça me permet de te laisser partir. Me laisser partir? Oui. Sans haine, sans colère. Juste avec de la tristesse. Hélios a pleuré, silencieusement. Je suis désolée, maman. Je sais. Est-ce qu'un jour, on pourra se revoir? J'ai regardé Romaric. Il a haussé les épaules. Doucement. Peut-être. Un jour. Quand le temps aura fait son œuvre. Merci. Nous sommes partis. Dans le couloir, Romaric m'a pris la main. Tu vas bien? Oui. Et toi? Ça va. Nous avons marché en silence. Puis, avant de sortir, je me suis retournée vers la chambre d'Hélios et j'ai murmuré « Au revoir, mon fils ». Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai pleuré. Longtemps, doucement. Romaric conduisait, en silence. Il savait que je devais pleurer, que c'était nécessaire. « Tu regrettes d'y être allé ?» a-t-il demandé. « Non. » « Tu lui as pardonné ?»« Non. Mais je l'ai libéré. Et je me suis libéré. » Quelques semaines plus tard, fin septembre, nous avons reçu une carte postale. De Solena. Une photo de Paris. La tour Eiffel. Au dos, quelques mots. Maman, papa, je recommence. 2 zéros. Un nouveau travail. Une nouvelle vie. Je paie mes dettes. Lentement. Mais je les paie. Je ne vous demande rien. Je voulais juste que vous sachiez que je vais bien. Et que je pense à vous. Avec amour. Solena. J'ai souri. Tristement.
Elle va bien. Oui, a dit Romaric. Elle va bien. Tu crois qu'un jour, on pourra les revoir? Vraiment? Peut-être, si la vie le décide. Et si elle le décide, tu seras prêt? Il a réfléchi. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Quoi? Qu'on a fait ce qu'il fallait. Pour nous, pour notre dignité. Oui. Et le reste appartient au temps. Octobre est arrivé. Les feuilles tombaient autour du lac, dorées, rouges, magnifiques. Un matin, en lisant le journal, j'ai vu un autre article. 50 personnes âgées accueillies au nouveau centre de la Fondation Abbé Pierre. Un lieu de vie et de dignité. Une photo. Des visages âgés, souriants, sauvés. J'ai montré l'article à Romaric. Tu vois, on a changé leur vie. Oui, on a changé leur vie. Il a souri. Et eux, ils ont sauvé la nôtre. Parce que c'était vrai. En donnant notre argent, nous avions sauvé notre âme. Nous avions échappé à la cupidité, à la haine, à la vengeance. Nous avions choisi la paix. Et nos enfants, la vie leur avait rendu ce qu'ils avaient redonné. Pas par magie, pas par punition, juste par la loi naturelle des conséquences. Ils avaient voulu contrôler, ils avaient tout perdu. Ils avaient voulu manipuler, ils avaient été jugés, ils avaient voulu voler, ils avaient été volés par leur propre choix. C'était ça, le karma. Pas une vengeance divine, juste l'équilibre. Novembre est arrivé. 1 an depuis cette soirée terrible. Cette fête qui devait célébrer nos 45 ans de mariage. Cette fête qui avait tout changé. Un matin, Romaric m'a dit « Tu te rends compte? Il y a 1 an exactement. » Oui, je me souviens. Comment tu te sens? J'ai réfléchi. Longtemps. Différente. Différente comment? Plus légère, plus libre, mais aussi plus triste. Il a hoché la tête. Moi aussi. Nous nous sommes promenés au bord du lac. L'air était frais. Les montagnes, enneigées. Tout était si calme, si beau. Tu regrettes quelque chose? Ai-je demandé. Oui. Et non. Explique. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qui ils étaient devenus. Mais je ne regrette pas nos décisions. Moi non plus. Nous avons marché en silence. Puis, tout à coup, j'ai senti quelque chose. Un poids qui se levait. Comme si j'avais enfin compris. Romaric, je crois que je suis prête. Prête pourquoi? À raconter. À témoigner. Il s'est arrêté. Témoigner? Oui. Pour que d'autres personnes âgées sachent. Pour qu'elles ne se laissent pas faire. Quelques jours plus tard, début décembre, j'ai contacté l'association SOS Maltraitance Personnes Âgées, celle à qui nous avions fait un don. Bonjour, je m'appelle Éléanore Vaucluse. Je souhaiterais partager mon histoire. Madame Vaucluse, nous connaissons votre nom. Vous êtes une de nos donatrices. Oui. Que voulez-vous faire exactement? Témoigner. Raconter ce qui m'est arrivé. Pour aider d'autres personnes dans ma situation. Un silence ému. Ce serait extraordinaire. Nous avons justement un projet de témoignage. Pour sensibiliser le public. Alors je veux participer. Le 10 décembre, je me suis rendue à Lyon, dans les bureaux de l'association. Une jeune femme m'a accueillie. Claire, 30aine d'années. Regard doux. Madame Vaucluse, merci d'être venue. Merci de me recevoir. Elle m'a installée dans un petit bureau. Calme, lumineux. Racontez-moi tout ce que vous voulez partager. Et j'ai raconté. Tout. Depuis le début. La fête, le message sous la table, la fuite, les tentatives de manipulation, le notaire à la fête, les brochures d'asile, les appels du médecin complaisant, la convocation au tribunal, l'audience, notre décision de vendre, les dons, le karma qui avait rattrapé nos enfants. Claire écoutait, les larmes aux yeux. C'est terrible ce que vous avez vécu. Oui, mais je suis encore là, libre, vivante. Comment avez-vous trouvé la force? Grâce à mon mari, et grâce à ma dignité. Je me suis redressée. J'ai compris que personne n'avait le droit de me voler ma vie, même mes propres enfants. Claire a pris des notes. Votre témoignage va aider tellement de personnes, j'espère. Vous savez, beaucoup de personnes âgées n'osent pas parler. Par honte, par peur, par amour, je sais. Moi aussi j'ai eu honte, au début. Honte de quoi? D'avoir échoué, en tant que mère. Mais vous n'avez pas échoué. Si, j'ai élevé des enfants capables de me trahir. Claire a secoué la tête. Non, madame, vous avez élevé des enfants, et ils ont fait leur propre choix, des mauvais choix. Elle a posé sa main sur la mienne. Vous n'êtes pas responsable de leurs erreurs, seulement de vos réactions. Ces mots m'ont touchée, profondément. Et vos réactions, madame Vaucluse, elles ont été admirables. Admirables? Oui. Vous avez refusé d'être une victime. Vous avez repris le contrôle. Et vous avez transformé votre douleur en générosité. J'ai senti les larmes monter. Merci.
Non, c'est moi qui vous remercie, au nom de toutes les personnes que vous allez aider. En sortant de l'association, je me suis sentie apaisée, comme si raconter avait libéré quelque chose en moi, une vérité que je portais depuis trop longtemps. Le 15 décembre, l'association a publié mon témoignage, anonyme, mais authentique, sur leur site internet, dans leur bulletin. Les réactions ont été immédiates, des centaines de messages, de personnes âgées, de familles. Merci pour ce témoignage. Je vis la même chose avec mon fils. Vous m'avez donné du courage. Ma mère refuse de voir que ses enfants la manipulent. Je vais lui faire lire votre histoire. J'ai pleuré en lisant. Mais vous m'avez montré qu'on peut s'en sortir. Claire m'a appelé. Madame Vaucluse, votre témoignage fait un effet incroyable. Vraiment? Oui, nous avons reçu des centaines de demandes d'aide, de personnes qui n'osèrent pas parler avant. J'ai fermé les yeux. Je suis heureuse. Vous devriez l'être. Vous avez sauvé des vies. Quelques jours plus tard, le 20 décembre, nous avons reçu une lettre de la Fondation Abbé Pierre. Madame et Monsieur Vaucluse, nous souhaitions vous remercier personnellement pour votre généreux don. Grâce à vous, 50 personnes âgées ont retrouvé un toit, une dignité, une vie. Nous vous invitons à visiter le centre, si vous le souhaitez, pour voir concrètement l'impact de votre geste. Avec toute notre gratitude, la Fondation Abbé Pierre Romaric m'a regardé. Tu veux y aller? Oui, j'aimerais bien. Le 22 décembre, nous sommes retournés à Lyon. Pour la dernière fois, nous sommes allés au centre, un bâtiment neuf, accueillant, chaleureux. À l'entrée, une plaque. Centre Abbé Pierre, dignité et espoir, inauguré grâce à la générosité de donateurs anonymes. J'ai posé ma main sur la plaque. C'est nous, ai-je murmuré. Oui, c'est nous. Nous sommes entrés. Une directrice nous attendait, Madame Renaud, souriante, émue. Monsieur et Madame Vaucluse, quel honneur. L'honneur est pour nous. Venez, je vais vous faire visiter. Elle nous a montré les chambres, simples, propres, lumineuses, les espaces communs, une bibliothèque, une salle à manger. Et les résidents, des hommes, des femmes, âgés, souriants. Une femme s'est approchée de moi, 80 ans peut-être, cheveux blancs, regard doux. Vous êtes les donateurs? Oui. Elle a pris ma main. Merci. Du fond du cœur. Merci. J'ai senti les larmes couler. C'est nous qui vous remercions. Pourquoi? Parce que vous nous rappelez pourquoi on l'a fait. Un homme est venu aussi, bedonnant, sourire édenté. Avant ici, je dormais dehors, dans le froid. Maintenant, j'ai un lit, un toit, des amis. Il a ri. Je me sens vivant. Nous avons passé 2 heures là-bas, à écouter, à parler, à partager. Ces personnes, elles n'avaient rien, sauf leur dignité, et nous les avions aidées à la retrouver. En partant, Madame Renaud m'a pris à part. Madame Vaucluse, je sais que vous avez vécu des choses difficiles. Comment vous savez? J'ai lu votre témoignage sur le site de SOS Maltraitance. J'ai baissé les yeux. Je voulais juste vous dire que votre douleur a donné naissance à quelque chose de magnifique. Elle a montré le centre. 50 vies, sauvées, grâce à vous. Grâce à nous, ai-je corrigé en regardant Romaric. Il a souri. Sur le chemin du retour, j'ai regardé par la fenêtre. Lyon disparaissait derrière nous. Cette ville où nous avions tout construit. Cette ville où nous avions tout perdu. Cette ville où nous avions tout compris. Tu es triste de partir? A demandé Romaric. Non, je suis en paix. Moi aussi. Nous sommes rentrés à Annecy. Notre petit appartement, notre lac, nos montagnes, notre nouvelle vie. Le 24 décembre, veille de Noël, nous avons dîné sur le balcon. Malgré le froid, emmitouflés dans des couvertures, le lac brillait sous la lune. Les étoiles scintillaient. Tout était parfait. Tu sais ce que j'ai réalisé? Ai-je dit. Quoi? Que le bonheur, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on donne. Romaric a levé son verre. À nous. À notre liberté. À notre choix. J'ai levé le mien. Et à tous ceux qu'on a aidés. Sans le savoir. Nous avons trinqué. Cette nuit-là, j'ai rêvé. Un beau rêve. Pour une fois. Je marchais dans un jardin. Magnifique. Fleuri. Et là, au bout du chemin, je voyais Hélios et Solena. Enfants. Petits. Innocents. Ils couraient vers moi. Les bras ouverts. Maman. Je les prenais dans mes bras. Je les serrais fort. Et je leur murmurais « Je vous aime. Je vous aimerai toujours. » Puis ils disparaissaient. Doucement. Comme de la fumée. Et à leur place, il y avait 50 personnes. Âgées. Souriantes. Reconnaissantes. Elles me regardaient. Et elles disaient « Merci. » Je me suis réveillée. Le cœur léger. Romaric dormait à côté de moi. Je les regardais.
longtemps. Cet homme qui m'avait sauvé, protégé, aimé. Et j'ai compris. J'avais perdu des enfants. Mais j'avais gagné, moi-même. Les jours suivants, j'ai écrit, sur un carnet, mes pensées, mes réflexions, ce que j'avais appris de cette épreuve. Leçon 1. Personne n'a le droit de vous voler votre vie, même pas vos enfants. Leçon 2. L'amour ne justifie pas l'acceptation de la maltraitance. Leçon 3. Protéger sa dignité, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Leçon 4. Le pardon n'est pas toujours nécessaire, mais la libération, oui. Leçon 5. La douleur peut devenir un don, si on choisit de la transformer. J'ai relu ces lignes, plusieurs fois, et j'ai su que c'était ma vérité, la vérité que je voulais partager. Début janvier 2026, j'ai reçu un appel de Claire. Madame Vaucluse, nous organisons une conférence sur la maltraitance des personnes âgées. Oui, nous aimerions que vous veniez témoigner, publiquement, en chair et en os. Mon cœur s'est serré. Publiquement? Oui, devant des familles, des professionnels, des politiques. Je ne sais pas si je peux. Vous n'êtes pas obligé. Mais votre voix pourrait changer des vies. J'ai réfléchi, toute la nuit. Et le lendemain, j'ai rappelé Claire. J'accepte. La conférence a eu lieu le 15 janvier, dans une grande salle, à Lyon. 200 personnes. J'étais terrifiée. Mais Romaric était là, à côté de moi. Quand mon tour est venu, je suis montée sur scène. J'ai regardé le public, des visages, jeunes, vieux, attentifs, et j'ai parlé. « Bonsoir, je m'appelle Élianor Vaucluse, j'ai 64 ans. » Ma voix tremblait. Il y a 1 an, mes enfants ont organisé une fête pour nos 45 ans de mariage. Mais sous cette fête se cachait un piège. Le silence était total. J'ai raconté, encore une fois, mais cette fois, devant des centaines de personnes, la manipulation, la tentative de contrôle, le tribunal, notre décision, les dons, la libération. Aujourd'hui, je ne vis plus dans une grande maison. Je vis dans un petit appartement. Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec mes enfants. Mais aujourd'hui, je suis libre. J'ai regardé l'assistance. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme, un homme, à ouvrir les yeux. Ma voix s'est brisée. Alors tout cela aura eu un sens. L'applaudissement a été immédiat, long, fort. Des gens pleuraient, d'autres se levaient. Après la conférence, des dizaines de personnes sont venues me voir, des personnes âgées, en larmes. « Merci, vous m'avez donné du courage. Je vis la même chose, je ne savais pas quoi faire. Grâce à vous, je vais agir. » Une femme, très âgée, m'a serré dans ses bras. « Vous êtes une héroïne. » Non, je suis juste une survivante. En rentrant à Annecy ce soir-là, j'ai pleuré. Des larmes de soulagement, de fierté, de paix. Romaric conduisait, sa main dans la mienne. « Tu as été magnifique. Merci. Pour tout. Pour avoir été là. Toujours. » Février est arrivé. Puis mars. La vie continuait. Douce, simple. Un matin de mars, nous nous sommes promenés au bord du lac. Le printemps arrivait. Les bourgeons éclataient. Tout renaissait. « Élianor, tu es heureuse ?» a demandé Romaric. J'ai souri. « Oui, pour la première fois depuis longtemps. Moi aussi. » Nous nous sommes arrêtés. Face au lac, les montagnes se reflétaient dans l'eau. Tout était calme, beau, apaisant. « Tu sais ce que je me dis ?» ai-je murmuré. « Quoi ? Que nous avons eu raison, de tout. De vendre ? Oui. De donner, de partir, de nous protéger. » J'ai pris sa main. Nous avons choisi la dignité plutôt que l'argent, la liberté plutôt que la manipulation, la paix plutôt que la vengeance. Romaric a souri. Et nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. Nous sommes rentrés lentement, main dans la main, comme 2 jeunes amoureux, comme il y a 46 ans. Ce soir-là, assise sur le balcon, j'ai regardé le ciel. Les étoiles brillaient, et j'ai pensé à tout ce chemin parcouru, de cette fête terrible à cette paix retrouvée, de cette trahison à cette libération, de cette douleur à cette sagesse. Et j'ai compris quelque chose de profond, de vrai. La vie nous donne parfois des épreuves, terribles, injustes, douloureuses, mais elle nous donne aussi des choix. Le choix de rester victime, ou de devenir libre, le choix de haïr, ou de pardonner, non pas aux autres, mais à soi-même, le choix de s'accrocher, ou de lâcher prise. Moi, j'avais choisi la liberté, la dignité, la paix. Et aujourd'hui, à 64 ans, je peux dire, je suis fière de moi, parce que j'ai survécu, parce que j'ai résisté, parce que j'ai transformé ma douleur en don. Et si une seule personne, en écoutant mon histoire, trouve le courage de dire « Non,
Si une seule personne âgée, maltraitée, manipulée, décide de se protéger, alors oui, tout cela aura eu un sens. Je regarde Romaric. Il dort paisiblement à côté de moi, mon roc, mon amour, mon compagnon de toujours. Et je murmure, dans la nuit douce, merci pour cette vie, pour cette épreuve, pour cette libération, parce que c'est vrai, je suis reconnaissante, pas pour la trahison, mais pour ce qu'elle m'a appris, que l'amour ne suffit pas toujours, que la famille n'est pas toujours un refuge, que parfois, il faut choisir soi-même, et que choisir soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour, le seul qui compte vraiment, l'amour de soi. Alors ce soir, sous les étoiles d'Annecy, je dis à toutes les femmes qui m'écoutent, n'ayez pas peur de vous protéger, n'ayez pas honte de dire non, n'ayez pas peur de partir, de vendre, de recommencer. Votre vie vous appartient, votre dignité est sacrée, et personne, absolument personne, n'a le droit de vous la voler. Si mon histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Abonnez-vous pour entendre d'autres femmes qui, comme moi, ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Que Dieu vous bénisse. Et souvenez-vous, la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Le bien, comme le mal. À très bientôt. Avec tout mon amour. Eleanor.